Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de l'actualité de ce mardi soir au Burundi, c'est une grenade qui fait 5 morts selon des sources policières. L'attaque a visé un bar à Kayanza dans la commune de Gatara au nord du pays. Et également, donc, nous irons au Mali où le surpoids est si mal vu. Dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce soir, nous irons donc au Congo RDC où depuis plusieurs années, plus près de 2 décennies déjà que la MONUSCO est présente. Malgré cela donc, les massacres se perpétuent dans l'est du Congo RDC. Quel intérêt y a-t-il aujourd'hui à garder une force militaire qui s'avère inefficace? À qui profite donc la présence de la MONUSCO au Congo RDC? Ces questions et bien d'autres seront abordées donc dans le cadre de notre débat radiophonique de ce soir. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. On vous retrouve dans quelques instants. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de nuits d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Nous allons directement sur le continent où Abdoulaye Wade rentre au pays pour les législatives. Donc, l'ancien président sénégalais est rentré donc hier à Dakar pour démarrer sa campagne pour les législatives du 30 juillet prochain. C'est une importante foule qui a accueilli donc Abdoulaye Wade à l'aéroport de Léopold Sédar Senghor. Après donc un bain de foule, le cortège de l'ancien président sénégalais a pris la direction de la commune du Grand Yoff, le fief du maire de Dakar, Khalifa Sall, en prison depuis 3 mois. Il s'agit sans doute donc pour Abdoulaye Wade donc de montrer aux partisans du maire incarcéré qu'il a son soutien. Le cortège est allé ensuite donc au siège du Parti démocratique sénégalais où Wade a prononcé un discours en Wolof. Il a déclaré donc que son successeur n'a pas de bilan, a montré donc aux Sénégalais: j'aurais félicité mon successeur si à mon retour j'avais trouvé un Sénégal avec un nouveau visage, mais là où je suis passé, je n'ai vu qu'un seul pont construit par Macky Sall, alors que moi, les ponts, j'en ai tellement construit que j'en connais donc même pas le nombre, a-t-il déclaré. Il est donc prévu qu'il se rende donc demain mercredi dans les cités religieuses de Touba et Tivaouane. Nous restons dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest, donc au Mali. C'est l'armée malienne qui a déclaré donc que 10 soldats avaient été portés disparus après une embuscade tendue par des islamistes présumés samedi dernier entre Gao et Meneka dans le nord du pays. Nous avons été embusqués, il y a 10 soldats qui manquent à l'appel et nous avons donc perdu 4 véhicules, a affirmé dans le colonel Diaran Kone, porte-parole de l'armée, sans donner plus de détails. Cette région du Mali est en proie à une résurgence d'attaques des groupes armés dont certains sont liés à Al-Qaïda. Par ailleurs, des groupes affiliés à Al-Qaïda ont tué le mois dernier au moins 5 personnes dans un complexe hôtelier qui héberge principalement des Occidentaux dans le sud du pays considéré comme une région sûre. Vendredi, des affrontements près de Kidal dans le nord entre la plateforme des milices pro-gouvernementales menées par le Gatia et les groupes séparatistes regroupés au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, ont fait plusieurs morts selon le gouvernement qui n'a pas fourni un bilan précis.
Nous allons donc au Burundi, c'est dans la région des Grands Lacs où, selon des sources policières, l'attaque a visé donc un bar à Kayanza dans la commune de Gatara au nord du pays. Des dizaines de personnes s'étaient donc rassemblées dans le bar à l'invitation d'une personnalité originaire de la localité. Le porte-parole de la police a déclaré à nos confrères de la BBC qu'il s'agit d'un terroriste non encore identifié qui a lancé une grenade sur un groupe de personnes faisant 5 morts et 44 blessés. Selon la police, l'attaque visait vraisemblablement la personnalité en question. On ignore le mobile de l'attaque car son auteur n'a pas été encore arrêté. Une enquête a été ouverte et 3 suspects sont entre les mains de la police. Nous allons au Nigeria où des inondations ont fait 11 morts. Au moins 11 personnes ont été confirmées mortes et plusieurs autres portées disparues au courant des inondations qui frappent le pays. Les résidents de la ville de Suleja, près de la capitale Abuja, ont déclaré qu'une averse de 5 heures dimanche dernier avait donc provoqué l'effondrement des bâtiments. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce soir, nous allons réfléchir, passez-moi la technologie, sur la difficulté qu'aujourd'hui on rencontre à comprendre la présence de la MONUSCO. La MONUSCO qui est dans la mission des Nations Unies qui se trouve aujourd'hui en République démocratique du Congo. Ils sont bien présents, les casques bleus, mais paradoxalement, les massacres se poursuivent et on s'interroge. Pour en parler ce soir, donc, plusieurs invités qui sont déjà présents. Jean-Lucien Boyomi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes chercheur indépendant aujourd'hui, chercheur indépendant dans le cadre de la géopolitique régionale des pays des Grands Lacs. Et de même, vous êtes diplômé en philosophie politique, c'est bien cela? Tout à fait, oui. Dites-nous, quel regard portez-vous sur la présence des soldats de l'ONU depuis plus de 10 ans, alors que des massacres se perpétuent en Congo RDPC, notamment dans la zone de l'Est? Oui, en fait, je m'en vais d'abord saluer tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment, ainsi que tous les invités qui vont intervenir à ces débats de ce soir. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir, il est tout de même impérieux de savoir que du point de vue philosophique, notre monde est régi par deux considérations majeures. Parce qu'aujourd'hui, si on veut comprendre ce qui se passe au Congo, il faut quand même essayer de situer ces problèmes dans un contexte philosophique. Si vous pouvez me permettre d'aborder dans ce sens. Alors, dans ces deux considérations, il y a la pro-vie et il y a l'anti-vie. La pro-vie, c'est le monde où nous vivons, il y a la réalité objective. Mais c'est dans le monde de l'antivie, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le combine, les mensonges. C'est dans l'antivie que l'on trouve la subjectivité, là où la volonté de puissance se manifeste, l'endroit où les faibles sont écrasés par les puissants. C'est dans cette perspective de l'antivie que nous pouvons déployer notre intelligence humaine pour répondre tant bien que mal au problème, à la problématique de la présence de la MONUSCO au Congo. S'il faut que je réponde au mandat de la MONUSCO qui vient d'être prolongé, ce n'est pas une manière appropriée d'aider la jeunesse congolaise. Je préfère qu'on remonte la machine du temps pour comprendre ce que fait l'ONU au Congo. La jeunesse congolaise en particulier, et la jeunesse africaine en général, doit savoir que depuis 1960 jusqu'à ce jour, l'ONU est de manière permanente au Congo. Alors, pour quel résultat? Jean-Lucien, excusez-moi de vous couper. Moi, on s'interroge, c'est vrai qu'on s'interroge sur la longévité, mais la présence de ces soldats, en principe, est là pour apporter. C'est une force de maintien de la paix. On est d'accord dessus? En principe. En principe. Mais selon vous, pourquoi, malgré leur présence, les massacres se perpétuent? Pour vous? Alors, si vous analysez la présence de l'ONU, nous pouvons les voir sur la forme et le fond.
Sur la forme, vous dites que la MONUSCO est là pour empêcher les massacres. Mais c'est la mission officielle de la MONUSCO, en fait. C'est une force de maintien de la paix. Oui, la mission, c'est pour maintenir la paix. Ça, c'est sur la forme. Mais sur le fond, ce n'est pas ça. C'est pour cela que j'essaie de faire comprendre à nos auditeurs, si vous pouvez me laisser le temps de... Allez-y donc, allez directement dans la réponse. Selon vous, pourquoi ils sont là? Voilà, les violences, les massacres se perpétuent. C'est un problème de génocide. Bon, je n'irai pas jusque-là. Ils sont présents, les massacres se perpétuent, mais curieusement, il ne se passe rien. Ok, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que la MONUSCO, elle est là pour les intérêts des puissants. C'est-à-dire, s'il faut revenir sur les accords de Bretton Woods, on va savoir qu'ils sont là parce qu'ils sont financés par des puissances. Et ces puissances-là, ils ont installé des gens au Congo. Des gens au Congo aujourd'hui, si nous devons savoir une chose pour aller répondre droit à votre question. Jean-Lucien, je me permets de vous couper à tout moment pour être sûr que je vous suis. Vous entendez nous, selon vous donc, la force onusienne est complice de ces massacres, c'est ça? Mais bien sûr que oui. À chaque fois, lorsque l'ONU et la mission des Nations Unies est présente au Congo, les ethnies congolaises se battent entre eux. Pourquoi elles se battent entre elles? Elles se battent pour que la mission des Nations Unies devienne indispensable au Congo. C'est pour perpétuer la déstabilisation du Congo et l'exploitation des richesses du Congo. C'est ça l'enjeu majeur. C'est ce que nous devons comprendre. D'abord, vous venez de le dire que la mission des Nations Unies est complice. Non. Alors, excusez-moi, Jean-Lucien Momoï, je ne l'ai pas dit, je m'interroge. Est-ce que dans votre propos, on devrait comprendre que la présence de la force onusienne aujourd'hui, parlons comme cela, est de mèche, voilà, avec les massacres se perpétuent? Mais bien sûr, excusez-moi, je ne dis pas que vous avez dit ça, c'est une façon indirecte. Hein. Donc, si on peut comprendre ça. Aujourd'hui, nous devons savoir qu'à l'est du Congo, je donne un exemple. Lorsque les CNDP de Laurent Kunda et les M23 attaquaient le Congo, ils avaient comme base arrière, c'était au Rwanda. Mais l'ONU les protégeait. Jean, excusez-moi, précisons qu'en fait, ces sigles que vous donnez, en fait, ce sont des milices qui sont présentes aujourd'hui sur le qui sont présentes aujourd'hui sur le territoire congolais. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ces milices-là, allez-y, poursuivez. Alors, quand CNDP tuait, massacrait les Congolais, mais c'était au vu et au su de la MONUC à l'époque, avant qu'elle ne devienne la MONUSCO aujourd'hui. Qu'est-ce que l'ONU faisait lorsque le général Boujam Mabé voulait mettre la main sur Laurent Kunda? Qu'est-ce que l'ONU a fait? Il n'a rien fait. Donc aujourd'hui, Kabila ne peut pas quitter le pouvoir et le Rwanda et l'Ouganda occupent l'est du Congo sous et avec la complicité de la MONUSCO. C'est ça la vérité. Donc, si vous voulez que je vous réponde, c'est tout simplement, moi je dirais que la présence de la MONUSCO sur le sol congolais permet aux autres de régner en maître absolu. Qui sont-ils les autres? Jean-Lucien Brouilly, dites-nous les choses. Qui sont-ils, selon vous? Alors, aujourd'hui, si nous devons comprendre une chose, je vous dirais qu'il y a une théorie. Une théorie. Laquelle? Oui, la théorie des triangles. C'est-à-dire, expliquez-nous, ce serait plus clair, en fait. Ok, je vais vous l'expliquer succinctement. Je prends cette théorie d'un grand frère congolais, Moufankole. Moufankole Chiyoyo. Il parle de ces triangles. C'est-à-dire, ce triangle est divisé en trois. C'est-à-dire, ça veut bien dire. La première division, on voit que là où évoluent des acteurs comme la France,
les USA, l'Allemagne, la Russie, la Chine, l'Angleterre et l'ONU. Ces acteurs se mettent d'accord pour exploiter le Congo et décident de commun accord de placer le Congo sous tutelle des Nations Unies. Une façon de dire que chacun se sert sans s'affronter mutuellement, sinon ils ne se mettraient jamais d'accord. Et vous avez la deuxième division, c'est le triangle B, où évoluent des pays comme le Rwanda, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, l'Angola et Israël. D'ailleurs, selon Moufankole Tuyoyo, il reprend ce que Chomsky dit selon son langage, qui qualifie d'État mercenaires recrutés et rémunérés par la Ligue A. Alors maintenant, nous allons passer à la division C, ou bien l'angle C. On voit, on évolue, c'est-à-dire des nègres de service. Excusez-moi, Jean-Lucien Bomoi, j'entends ce que vous dites, mais jusque-là, ce que nous voyons, ce qui est bien visible, ce sont des soldats, généralement qui sont d'origine congolaise, qui s'affrontent entre eux pour avoir des parts de marché, c'est-à-dire aussi être sur le terrain, parce que cette zone-là, surtout à l'est du Congo, qui est très riche, c'est un sous-sol qui est assez riche, et on voit des milices qui s'affrontent. De manière générale, on accuse des États étrangers occidentaux. Cette théorie-là est belle à entendre, mais c'est pas ceux-là qui s'affrontent physiquement. Quels sont les éléments que vous nous apportez ce soir? On aimerait bien comprendre en fait, parce que je voudrais qu'on n'oublie pas, qu'on n'occulte pas en fait le thème de réflexion qui est une force onusienne qui aujourd'hui s'avère inefficace, dont le mandat est prolongé. C'est beaucoup plus ce côté-là qu'on aimerait bien pencher. Allez-y. Mais monsieur le journaliste, je crois bien que les auditeurs qui nous suivent, ils ne peuvent pas comprendre ce que vous me demandez sans pour autant qu'on fasse une analyse approfondie de ce qui se passe depuis longtemps. Je suis d'accord avec vous, mais comme le temps qui nous est imparti n'est pas assez long, il nous reste encore à peu près une grosse demi-heure. J'aimerais que vous puissiez être assez concis et précis, s'il vous plaît. Allez-y. Ok, merci. Alors maintenant, si vous dites qu'il y a des militaires, des milices d'origine congolaise qui se battent à l'est de la République démocratique du Congo, est-ce que vous pouvez être vraiment plus expressif pour me donner au moins les noms ou bien comment ils opèrent? Parce que moi, avec mes recherches, je sais bien que lorsqu'on arrête des milices, les milices portent les tenues des FARDC. Alors que ces milices ou bien des militaires sont d'origine rwandaise. Donc, ce ne sont pas des Congolais. Alors maintenant, dans ces marchés, on voit que même les Congolais sont là parce qu'ils veulent vivre. Il y a des militaires qui ne sont pas payés, ils sont recrutés. Ils quittent les FARDC pour se retrouver dans d'autres camps. Mais ils sont manipulés, ils sont instrumentalisés. Ils sont instrumentalisés par la division B de ces pays, de ces pays satellites. Est-ce que je me fais comprendre? Je vous entends. Tout à l'heure, on va vous prendre un autre auditeur pour que vous puissiez, donc, soyez en 2 ou 3 phrases, soyez plus clair aujourd'hui. Selon vous, donc, pourquoi cette mission au niveau de l'ONU est perpétuée, enfin, son mandat a été prolongé, alors qu'elle semble, ou plutôt, elle s'avère inefficace? Donc, je bien dit, lorsqu'il y a des troubles sur les territoires congolais, et que nous savons bien que ces troubles-là sont instrumentalisés et alimentés par des pays satellites, l'ONU se rend indispensable. Voilà si vous pouvez comprendre à substance ma réponse. Lorsqu'il y a des troubles de manière continue, l'ONU se rend indispensable parce qu'il est en train d'attiser le feu sous la main. En résumé, pour vous, l'ONU est donc complice, c'est ça? Mais c'est clair, ce cas est avéré. L'ONU joue les cartes juridiques, mais en réalité, il est en train de diviser, de semer les chaos. Les exemples sont les gens. Pourquoi au Burundi, le gouvernement burundais a refusé une centaine de policiers onusiens que l'Assemblée nationale des Nations Unies avait décidé d'envoyer. Pourquoi au Liban, les Hezbollah n'en voulaient pas, ne voulaient pas de la mission des Nations Unies, bien qu'elles sont parties, mais elles étaient
combattu. Pourquoi la mission des Nations Unies est demanderesse en Syrie? Mais ni l'Iran, ni la Syrie, ni les Russes n'en veulent pas. Mais pourquoi seulement au Congo? Alors là, c'est un autre débat. Et moi, je peux confirmer avec des éléments que nous disposons depuis la nuit des temps que l'ONU a été complice depuis 1960 jusqu'à ces jours. Les raisons sont multiples, mais vu le temps nous est imparti, il est difficile d'approfondir. Merci beaucoup donc Jean-Lucien Bomoï pour votre éclairage. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Oui, je voulais intervenir à l'émission. C'est Ness. Bonsoir Ness. Oui, bonsoir. Vous êtes maître de conférence aujourd'hui également, vous êtes chercheur. Quelle réponse apporter, quel est selon vous votre regard sur la présence prolongée de la MONUSCO au Congo démocratique alors que cette force militaire, en principe de maintien de la paix, s'avère inefficace? Merci d'abord pour votre question. Donc, la présence prolongée de la MONUSCO à la République démocratique du Congo, d'abord cette question est multiforme. Donc, la première question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la souveraineté et l'indépendance des Congolais. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui... Excusez-moi, Ness, excusez-moi de vous couper. Quand vous parlez là, quand vous dites la souveraineté du peuple congolais, qu'est-ce que vous entendez? Voilà, aujourd'hui, l'effectivité du pouvoir n'est pas entre les mains des Congolais, pour la simple raison que la MONUSCO représente une force assez importante à la République démocratique du Congo, parce que les Congolais d'abord ne veulent pas d'abord se prendre en main. Parce qu'aujourd'hui, on peut bel et bien dire qu'effectivement, c'est la Nations Unies qui doit intervenir, mais la morale politique des Congolais doit se poser d'abord la question qu'est-ce que nous devons faire pour défendre notre pays? Parce que tant que les Nations Unies vont se rendre compte que les Congolais n'arrivent pas à s'accorder pour savoir comment gérer les destins, comment gérer leur pays, il y aura toujours les missions, l'intervention extérieure. Mais les questions de savoir, depuis l'indépendance, qu'avons-nous fait pour que nous puissions avoir notre destin en main? C'est ça la question aujourd'hui. On peut bien dire qu'effectivement, les Nations Unies, mais s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont là parce qu'on les a invités. Mais pourquoi on les a invités? Depuis le 1+4 qu'il a eu au Congo, donc on peut même remonter plus loin. Depuis l'indépendance, qu'est-ce que nous avons fait assez d'autopsie pour trouver les vraies réponses pour notre souveraineté? C'est ça les problèmes aujourd'hui. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont compris que les Congolais eux-mêmes n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités en main. Et tant que cette question va commencer à rester non résolue dans les savoirs qui vont gérer les pays, ils vont toujours venir pour nous gérer en fait. C'est ça la question, c'est la souveraineté du peuple, la maturité politique des Congolais à jouir et à gérer leur pays. C'est ça le problème. Donc, à votre avis, la difficulté se trouve donc sur, on va dire, l'incapacité des Congolais à gérer leur pays, c'est cela? Mais effectivement, parce que les Congolais, il y a que les Congolais qui peuvent gérer les Congos. Mais tant si les Congolais même donnent déjà les pressions, qui ne peuvent pas eux-mêmes gérer les Congos, les autres vont venir gérer à leur place. C'est ça la question. Aujourd'hui, la MONUSCO, leur intervention ne peut pas se faire au détriment de l'État. Ils doivent bien avoir une invitation. Alors, s'ils sont venus, même si on dit la Charte des Nations Unies, c'est bien, c'est sur le coup du chapitre 7 des Nations Unies. Lorsque la force onusienne intervient, c'est parce qu'il y a des questions militaires que l'État n'arrive pas à résoudre. Bien. Et maintenant, quelles sont ces vraies questions aujourd'hui? Bien. Ness, gardez l'écoute, on vous retrouve dans quelques secondes. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, apparemment, pendant que Ness parlait, un auditeur nous a rejoint. Madame ou monsieur, bonsoir. Allô? Allô? L'auditeur semble nous avoir quittés. Ness, on vous laisse poursuivre. Donc, Ness, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. Donc, selon vous, le problème principal se trouve sur l'incapacité, disons-le ainsi, ou l'inaptitude des Congolais eux-mêmes à gérer leur pays. Maintenant que la MONUSCO est là, et qu'effectivement les massacres se perpétuent, que faut-il faire? Non, mais effectivement, la prise de conscience des Congolais doivent commencer d'abord par se poser la question que nous avons un terre. Les Congolais, ils ont tous un terre que les ancêtres les ont laissé, mais comment est-ce qu'ils font pour gérer ces terres? Si nous remontons aujourd'hui l'histoire même de la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte, depuis la conférence de Berlin,
il y a eu des questions qui jusqu'aujourd'hui qui ne sont pas encore résolues. La partition du Congo a été déjà décidée depuis la conférence de Berlin. Les bassins du Congo, il fallait bien décider qui aurait géré après avoir hérité de la Belgique. Le Congo est devenu indépendant. Après l'indépendance, il y a encore des questions qui sont encore non résolues. Aujourd'hui, on acquitte les Rwanda et l'Ouganda. Mais les Rwanda, c'est des pays c'est pas des nouveaux pays, c'est des pays qui ont toujours été là-bas, c'est des voisins du Congo. Mais aujourd'hui, nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'organiser les élections au Congo. Pourquoi ça a échoué? C'est parce qu'au niveau des acteurs politiques au Congo, ne sont pas là que pour faire la politique, pour défendre l'intérêt des peuples. Et c'est pour cette raison que chacun est fait que là pour défendre ses intérêts. Et dans cette distraction aujourd'hui, on n'arrive pas encore à savoir effectivement comment faire pour mettre fin à cette situation. C'est ça la question aujourd'hui. Que veulent les peuples congolais? Il y a toujours, personne aujourd'hui pose la question. Les peuples congolais aujourd'hui, ils veulent qu'une seule chose, de vivre la paix, de vivre aisément dans son territoire. Mais les personnes qui sont censées diriger la population, jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas encore à accorder leur Bien, Ness, sans l'entendu donc, que les Congolais sont desservis ou voire même asservis. Je rappelle à ceux qui ne nous connaissent pas, vous êtes enseignant, vous êtes enseignant en management à l'université. Alors, la question est simple. La MONUSCO est là, le massacre se perpétue. À qui profite donc la présence de cette force militaire? Mais justement, c'est comme on dit, les meurtriers n'est pas seulement celui qui était l'arme victime. Il faut se poser la question aujourd'hui. Après avoir perpétré ces massacres, à qui ça profite aujourd'hui? Aujourd'hui, l'instabilité du Congo profite à qui? Comme je vous disais, la question est multiforme. Ness, excusez-moi de vous couper. Vous dites que vous parlez à qui profite l'instabilité au Congo. C'est une autre question, mais il y a une force militaire onusienne qui est là. Puisque les massacres se poursuivent dans l'est du Congo depuis toujours, à qui profite donc la présence militaire, Ness? Mais justement, la présence militaire ne profite pas aux Congolais. Parce que si ça profite aux Congolais, la MONUSCO, mais ils sont bien armés que l'armée congolaise. Si on peut, plus que l'armée congolaise. Mais aujourd'hui, la population congolaise, qui demande aujourd'hui, que veulent les peuples congolais? C'est ça, nous devons répondre à la question de la vraie démocratie au Congo. Tant qu'il n'y aura pas les élections organisées par les Congolais eux-mêmes, il n'y aura jamais l'instabilité au Congo. La MONUSCO, ils sont là parce qu'il y a un laisser-aller au niveau de l'impérium. Il n'y a pas, les Congolais n'ont pas les vrais pouvoirs. Tant que la population elle-même ne va pas élire un gouvernement, un pouvoir qui va gérer leurs intérêts, et pour cela, on va toujours avoir cette sorte de passoire où les gens vont venir avec une armée. La MONUSCO ne fait rien. La MONUSCO ne fait pas la guerre. Ils savent très bien qu'ils sont en train d'exprimer la guerre. Mais plus que vous savez très bien que la guerre est une entreprise. La guerre apporte l'argent. Mais il devez poser la question, qui finance d'abord cette MONUSCO qui est sur le plan au Congo? Mais pourquoi depuis qu'ils sont là, les massacres continuent toujours à avoir lieu au Congo sans que personne pose la question? Et pourquoi la communauté internationale en parle de la gestion à l'est du Congo? C'est ça la question. C'est pourquoi je vous dis, cette question est tellement très, 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 très importante et c'est multiforme. Il y a beaucoup d'axes qu'on peut aborder. Ce n'est pas autour d'une heure d'une émission qu'on peut bien faire l'autopsie d'une démocratie ou l'autopsie de la situation politique au Congo. Donc voilà, c'est pourquoi je ne vais pas trop m'étendre dans plusieurs arguments. D'accord, j'ai entendu Ness Noutala. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques secondes. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous réfléchissons donc ce soir sur la longévité de la MONUSCO, la mission des Nations Unies donc au Congo. Cette émission qui est là depuis plus de 10 ans. Elle est présente, c'est une force militaire de maintien de la paix, c'est l'objet de sa présence là-bas, mais cependant, les massacres se poursuivent donc à l'est du Congo dans un silence, on va même dire assourdissant de la communauté internationale. Et nous sommes avec donc Ness Noutala qui nous apporte son opinion. Alors Ness, puisque le temps que nous sommes partis donc arrive inexorablement vers sa fin, il nous reste un gros quart d'heure qui nous permettre donc à notre auditeur de pouvoir intervenir. Pour le moment de la fin, Ness Noutala, dites-nous. Allô? Apparemment, donc, Ness Noutala nous a quittés. Nous allons prendre une brève ponctuation musicale et nous allons vous retrouver donc dans quelques instants. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Pour vous qui vous joignez à nous à ce moment, nous réfléchissons dans le cadre de notre débat radiophonique de ce soir sur la présence donc prolongée de la force onusienne, cette force de maintien de la paix qui est là depuis plus de 10 ans,
près de 15 ans même déjà pratiquement. Mais cependant, parallèlement, paradoxalement, les massacres se perpétuent dans cette zone, la zone de l'Est de la République démocratique du Congo, cette zone qui est très riche dans les ressources, en ressources minières. Et nous essayons de comprendre donc l'intérêt qu'il y a à garder cette force sur le territoire congolais. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. En nous a rejoint Monsieur Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir. Très bien. C'est pour donner votre contribution à la réflexion. Allez-y, je vous écoute. Donc d'abord, je commence par me présenter. Je suis Kevin Dinda, président de l'Association des étudiants congolais de Lyon. Donc moi, ma réflexion à ces sujets, c'est que donc aujourd'hui, on va dire, ça fait à peu près une quinzaine d'années, comme l'avait dit, que la MONUSCO est dans notre pays. Donc l'expérience prouve que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de réussite. Donc l'objectif numéro 1 de la MONUSCO en RDC, c'était de protéger les populations contre les massacres. Aujourd'hui, 15 ans après, on constate toujours qu'il y a il y a toujours les mêmes massacres qui continuent. Donc, la question que nous nous posons justement, c'est de savoir, premièrement déjà, pourquoi l'ONU permet encore à la MONUSCO de rester en RDC. Et du coup, cela m'amène encore à me poser une autre question, c'est que je me dis, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses certainement qu'on ne maîtrise pas et qui justifient justement cette prolongation. Parce que si on se base que sur les faits, aujourd'hui, il n'y a aucune raison qui peut permettre encore à la MONUSCO de rester en RDC, vu l'échec qu'il y a eu depuis aujourd'hui pratiquement 15 ans. Donc, sur cette question, je pense qu'il y a encore beaucoup à dire, mais ce que je pourrais dire, c'est que aujourd'hui, c'est à la population congolaise de se prendre en main, entre guillemets, et de se protéger elle-même. Après, Kevin, je vous entends. Donc, vous êtes le président de l'association des Congolais de Lyon. Des étudiants congolais de Lyon. Ça veut dire en fait que vous avez de ceux dont la voix porte. Il est important pour nous de comprendre, selon vous, dites-nous quelle est votre position, parce qu'une force de maintien de la paix est là pour maintenir la paix. Et cette paix qui, dans l'Est du Congo, honnêtement, n'existe pas depuis très longtemps. Tout à fait. D'où pourrait venir la solution, s'il vous plaît, selon vous? La solution, on aurait pu se tourner vers notre gouvernement, mais la preuve est qu'aujourd'hui, notre armée est incapable de nous protéger aussi. Donc là, du coup, en ce moment, on ne voit plus d'autre solution. Kevin Dida, le docteur qui vous a précédé, non, celui qui a précédé avant, c'était M. Jean-Lucien Moïse. Selon lui, en fait, la guerre qui se livre au Congo, et ce sont les multinationales occidentales qui se livrent la guerre via les Congolais interposés. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Personnellement, je vais parler à titre personnel, et là, quand je dis à titre personnel, je n'inclus pas l'association des étudiants congolais de Lyon. Je pense que, comme je disais avant, il y a des intérêts des multinationales qui passe avant tout et qui est la cause principale de ces désordres. Donc après, maintenant, est-ce que la population est capable de lutter toute seule face à ces multinationales? Je ne pense pas, on manque de moyens. Est-ce que notre gouvernement est capable et a la volonté d'aider la population à s'en sortir justement? J'en doute aussi, je me base sur les faits, parce que encore jusqu'à aujourd'hui, les Congolais meurent et il n'y a pas de justice. Donc c'est vrai que le monsieur avant a peut-être raison, mais moi je ne m'avancerai pas parce que je n'ai pas de preuves concrètes à vous avancer. Donc je ne pourrais pas avancer des théories que je ne peux prouver. D'accord. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent et qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas, mais Kevin Dinda, dites-nous, d'où peut venir la solution? Il y a quand même une solution. C'est le peuple congolais. Comment? À votre avis, comment? Il faut se lever et faire face. Tout d'abord, mettre la nation avant toute chose et faire face. C'est qu'on fait déjà aujourd'hui à petite échelle. Et je pense que les multinationales ou les rebelles ne se battront pas contre toute une population entière qui se lève. Kevin, j'entends ce que vous dites, mais à un moment, on a quand même besoin. Vous faites partie de l'intelligentsia, voilà, ces jeunes intellectuels du Congo démocratique qui sont ici, en France, ici à Lyon. Quelle pourrait être, selon vous, une piste? Une piste, je pense qu'aujourd'hui, il faut encore faire preuve de patience encore un peu. Parce que le gouvernement en place et l'élite aujourd'hui de la RDC, à mon avis, n'est pas encore prêt à faire face à cela. Donc c'est à nous maintenant, les jeunes, d'être malins, entre guillemets, si je peux dire, de nous préparer, savoir qu'il y a un pays qui nous attend, qui a besoin d'être reconstruit. Un pays qui nous attaque, c'est-à-dire
Un pays selon vous, là, qui vous attaque? Un pays qui nous attend. Vous m'avez mal compris. Voilà, autant pour moi, un pays qui vous attend. Donc, ça pourrait être donc quoi? Parce que moi, j'insiste dessus pour qu'au moins ce soir, on ait une piste. Aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est qu'il y a des milliers d'étudiants congolais à travers la diaspora qui font des études, qui réfléchissent à des questions, à comment, dans l'avenir, aider notre pays. Donc, ces étudiants-là, au bout d'un moment, rentreront au pays. Et c'est en ce moment-là qu'il faudra garder. C'est sûr, Kevin, sincèrement, Kevin, je vous dis ça comme cela. Ils sont très nombreux, et vous le savez aussi, qui sont présents depuis 2, 3, voire même 4 décennies qui sont arrivés en France en tant qu'étudiants, avec le rêve de rentrer un jour, et qui sont toujours là. Aujourd'hui, se trouver femmes et enfants, voire même petits-enfants, c'est pas évident. Mais à un moment, quand même, dans vos réflexions, vous pensez au Congo. Je comprends tout à fait. Mais aujourd'hui, on va dire, par exemple, notre association ou d'autres associations des étudiants congolais de France avec qui on discute, on a vraiment à cœur ces soucis-là. Donc notre travail va vraiment dans ce sens-là, dans le sens où on veut mobiliser, on veut vraiment toucher les jeunes Congolais à ne pas rester, même s'il y a des difficultés, on sait bien que ça ne sera pas facile pour nous de rentrer au pays. Et que les gens qui sont en place ne voudront pas forcément nous donner les moyens pour que les choses changent. Mais vraiment, changer par où? D'où viendrait le changement et comment cela se déclinerait sur le terrain? Je vous le dis parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai réfléchi avec un jeune d'origine congolaise, il a à peine une vingtaine d'années, et lui, bon voilà, selon lui, il va créer un mouvement, comme il y en a tant d'autres, un mouvement pour faire changer les choses sur place, mais comment, de manière pratique, ça commencerait par quoi? Des rencontres, il y en a tout le temps. Personnellement, je pense que les changements... Quel, par exemple? Moi, je veux du concret ce soir. J'y arrive. Justement, je prends un exemple. Aujourd'hui, on va dire, je vais aller un peu plus loin. Il y a des élections dans des petits quartiers, dans des quartiers à Kinshasa. Il faut déjà commencer par là. Des petites choses que les gens ne donnent pas beaucoup d'importance. Changer les mentalités à partir de là. Éduquer les jeunes dans les quartiers, pas seulement dans les écoles, mais dans les quartiers, aller sur le terrain. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on va toucher le plus grand nombre et changer des mentalités. Parce qu'aujourd'hui, notre problème n'est pas seulement les autres qui nous attaquent. Il y a un problème interne aussi qui nous dérange. C'est qu'aujourd'hui, le Congolais a une mentalité qui est corrompue, entre guillemets, si je peux me permettre. Carrément. En fait, aujourd'hui, oui, pour vous, la corruption est rampante au pays. Donc, il faut changer de mentalité. Voilà. Et quoi d'autre? Je pense que c'est la base déjà. On commencera déjà par ça et puis le reste suivra. On n'arrête pas une guerre en arrêtant les corrupteurs ou les corrompus. Il y a une guerre qui il y a des massacres. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? D'un côté, il y a les corrompus et d'un côté, il y a les corrupteurs. Aujourd'hui, il y a la guerre en RDC parce que les corrupteurs ont réussi à atteindre les corrompus et les corrompus se laissent faire. Aujourd'hui, des gens qui prennent l'argent en RDC pour laisser des étrangers massacrer notre population. C'est pour une personne qui n'a pas cette optique, qui refuse que son peuple soit assujetti à ces points. Peut-être aujourd'hui, il y a des Lumumba qui sont morts, des héros nationaux, il y en a plein d'autres qui sont morts, parce qu'ils ont refusé cela. Peut-être qu'ils nous tueront encore, je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, Kevin Dida, au bout d'un moment, moi j'ai écouté, vous avez apporté qu'une seule proposition, généralement parce que vous êtes le président de l'association des étudiants congolais des Lions. Dans une session de rencontre, j'imagine que vous réfléchissez souvent, ce que je sais. J'imagine pas, vous savez que vous avez souvent des rencontres. Et que parmi ces rencontres, il y a des idées. Et j'ose espérer, rêver qu'il y aurait des pistes, pas qu'une seule piste. Une fois qu'on a arrêté la corruption, mais la guerre, elle se perpétue. C'est un réel problème. Mais justement, j'étais en train de vous expliquer. La guerre, aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un exemple à l'est de la RDC. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On paye des milices. Des milices notamment qui sont menées d'autres par des Congolais, d'autres par des étrangers. Ces gens-là prennent l'argent parce avant tout, ils pensent à eux-mêmes. Je ne dis pas que les Congolais ne pensent pas à la nation, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ces gens-là ont d'abord un besoin personnel de se remplir les poches. Du moment où on arrivera à changer cette mentalité, à faire passer la nation avant tout, le Congolais n'ira pas tuer son propre Congolais, le Congolais ne prendra pas l'argent de l'étranger pour que l'étranger tue son frère. C'est là qu'ils vont en venir. Et du moment où on ne pourra plus faire ça, il ne pourra plus avoir de guerre. Sinon, ce sera la guerre non seulement contre une partie des Congolais, mais ce sera la guerre entre les étrangers et toute la nation congolaise. Et lors de ces cas, ce sera comme dans toutes les guerres qui existent au monde. Nous prenons l'exemple, nous nous battrons. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une guerre d'abord entre les Congolais, son propre frère, et les Congolais qui vendent son frère à l'étranger. C'est ça le problème.
sais pas si vous voyez. Je vous suis. Une fois que la corruption est arrêtée, l'étape suivante, c'est laquelle? Maintenant, faut se baser sur les institutions, recréer les institutions. Pour moi, à titre personnel, là je parle bien évidemment, ça serait vraiment de laver l'élite congolaise. C'est-à-dire de vraiment nettoyer et de répartir sur des bonnes bases. Les gens qui ont cette volonté-là de changer. Merci Kevin Didadon pour votre contribution et au plaisir. Merci beaucoup. Notre magazine arrive inexorablement à son terme. Apparemment, donc, un autre Nissan semble en ligne. Madame ou monsieur, bonsoir. Allô? Allô? Bien, ce sera pour une autre fois, une prochaine fois. Donc, pour ceux qui arrivent à l'instant, donc, nous arrivons au thème de notre réflexion radiophonique. Il était question donc, de comprendre ce soir pourquoi aujourd'hui on voit la force onusienne dans la MONUSCO qui est toujours présente sur le territoire congolais depuis plus de 10 ans. Ils sont là, mais cependant, il y a un grand paradoxe cependant. Les massacres se poursuivent dans l'est du Congo. On sait que l'est du Congo est une région très riche, le sous-sol qui est extrêmement riche. Certains disent donc qu'avec la richesse de ce pays-là, on pourrait nourrir une bonne partie de l'Afrique et peut-être même l'Europe, à savoir. Donc, merci d'avoir été nôtre ce soir. On vous retrouve donc mardi prochain à 19h pour un autre thème de réflexion. Au revoir. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel.